LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. La pandémie de Covid a démultiplié les fake news en santé. Une épidémie de fausses informations qui serait tout aussi dangereuse que le virus. J'avais entendu parler du fait que le vaccin avait une incidence sur l'ARN et donc faire des mutations génétiques. Face à l'angoisse et l'incertitude, ils sont nombreux à se tourner vers des personnalités scientifiques contestées qui ont émergé depuis le début de la crise. C'est des informations qui sont très rassurantes, qui sont données d'une façon en plus très charismatique, enjouée. Et sur les réseaux sociaux, il est devenu de plus en plus difficile de filtrer ces fake news qui brouillent l'information médicale. Cet algorithme, il a la particularité effectivement de nous enferrer dans des informations qui sont toutes concordantes, et à partir du moment où toutes les informations sont concordantes, vous arrêtez de douter. Alors comment démêler le vrai du faux et lutter contre cette vague de désinformation? Fake news en santé, l'autre pandémie, c'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé, des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, des personnalités qui les relaient, rumeurs, fausses informations. Les fake news sont devenus un phénomène à part entière depuis le début de l'épidémie. Ces fake news pullulent. Pourquoi ? Qui les relaie ? Quelles conséquences ? Plus largement, pourquoi la science est-elle devenue un creuset où naissent et se développent, s'épanouissent toutes ces fausses informations? On va poser toutes ces questions passionnantes à Thomas Huchon. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de la question. On verra votre parcours tout à l'heure. D'abord, question de définition. Il y a une différence entre une rumeur et une fake news. Une rumeur, ça peut s'avérer vrai. Oui. Une fake news, c'est un mensonge fabriqué comme tel qui a l'intention de vous tromper. L'infodémie, ça c'est alors pour le coup un terme français qui a éclos pendant la pandémie. Ça veut dire quoi l'infodémie ? En fait, ça qualifie une dangereuse épidémie de mésinformation, pour citer précisément le terme utilisé par l'OMS au mois de mars 2020. Ça définit un monde dans lequel les fausses informations supplantent les vraies informations et pire, dans lesquelles ces fausses informations se font passer pour la vérité. Je disais que vous êtes un spécialiste de la fake news, des fausses informations. On va comprendre pourquoi. Votre portrait. Thomas Huchon est un journaliste, auteur et réalisateur. Il présente sur LCI l'émission Anti-complot pour apprendre à déconstruire les théories du complot. Il travaille depuis 2014 sur ces thématiques. Expert des mécanismes de propagation virale des fake news, il intervient dans les collèges et lycées pour dénoncer les mécanismes de la désinformation. Le phénomène des fake news, Thomas Huchon, c'est pas nouveau ? Alors non, c'est pas du tout nouveau. C'est un phénomène qui est très ancien. Si vous voulez, on peut, en période de pandémie, on peut se rattacher à d'autres grandes épidémies, notamment à l'époque du Moyen-Âge, la peste bubonique. Eh bien, on disait déjà à l'époque que c'était les Juifs qui mettaient la maladie dans les puits et qui, du coup, répandaient cette épidémie. Ces fausses informations autour de la santé, elles existent depuis toujours. Récemment, un footballeur, durant l'Euro, a fait un malaise cardiaque en plein match. Eh bien, immédiatement sur les réseaux sociaux, s'est répandue la fausse information que s'il avait fait un malaise cardiaque, eh bien, c'est parce qu'il avait été vacciné. Mais je vous interromps parce que paradoxalement, les réseaux sociaux, ils donnent accès à tout le monde à l'information. Plus les tuyaux sont larges, plus il y a d'infodémie et de fake news. Ces réseaux sociaux permettent de diffuser absolument tout, mais surtout, ils permettent de diffuser sans aucune forme de contrôle. En fait, quand on a la liberté d'expression totale, mais qu'on n'est jamais responsable de ce que l'on dit, eh bien ça a des conséquences terribles. Et le XXe siècle est là pour nous le rappeler. Alors là, on anticipe un peu sur la façon dont on pourra lutter contre ça. D'abord, on s'arrête une seconde. Qui croit aux fake news ? C'est important de savoir de qui on parle. Regardez Infographie.
Les fausses informations, c'est un peu comme les rumeurs. Rien de nouveau. Une étude IFOP de 2018 montrait que 79% des Français croyaient au moins à une théorie du complot. 9% estimaient possible que la Terre soit plate. 32% pensaient que le sida avait été créé en laboratoire. Un virus créé en laboratoire, ça vous rappelle quelque chose ? La santé concerne la moitié des fake news sur Internet. Alors avec la pandémie de Covid-19, c'est le feu d'artifice. Sur le podium des fake news les plus diffusées, les ondes 5G, responsables de la pandémie. L'alcool pour tuer le coronavirus. Ou encore le plan de Bill Gates d'implanter des puces via le vaccin. Mais qui adhère à ces fausses informations ? L'étude de l'IFOP montrait que les plus jeunes et les plus défavorisés sont les plus perméables au complotisme. Avec les réseaux sociaux, ces thèses complotistes se diffusent très rapidement, d'autant plus qu'avec le confinement, le temps passé sur Internet a augmenté. Or, une étude du MIT montrait que sur Twitter, une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une information juste. C'est pour cela qu'on parle d'une épidémie de fake news dans l'épidémie. Donc on voit, il y a des études donc, qui cernent le profil des personnes qui sont, on va dire, les plus perméables. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une espèce de phénomène en U, si on prend l'échiquier politique, dans l'adhésion à ces croyances. Plus on va vers la radicalisation politique, plus la possibilité de tomber dans ces discours-là, sous la coupe de ces discours-là, est importante. En fait, les fake news, ça permet de ne plus faire face à des mystères, parce qu'on a des réponses. Et donc on a l'impression d'avoir des certitudes et c'est rassurant. Les fake news ont quelque chose à la fois de rassurant et qui permettent en plus de trouver une forme de solution. Et quand vous êtes enfermé chez vous depuis des mois, c'est un pouvoir cognitif, un pouvoir sur nos cerveaux auquel on ne peut pas résister. Alors, en plus, les complotistes, ils peuvent s'appuyer sur des figures scientifiques qui ont pignon sur rue, qui ont leur autorité, justement, celle de la connaissance. Regardez, c'est tout à fait édifiant. C'est un reportage signé Alexia Léperon pour État de santé. Christian Talchaler, Louis Fauché, Pascal Trotta, Alexandra Henrion-Caude, ces médecins sont devenus depuis le début de la crise pandémique des cautions scientifiques pour les anti-vaccins ou les défenseurs de l'utilisation de traitements alternatifs. Leur discours trouve un écho jusque dans les cabinets médicaux, comme ici à Saint-Étienne. Cette patiente, une infirmière, profite d'une consultation pour confronter son généraliste à des informations envoyées par une connaissance. Bon, et alors, ce vaccin-là, on en a parlé la dernière fois. J'avais entendu parler du fait que le vaccin avait une incidence sur l'ARN et donc faire des mutations génétiques. Comme un patient sur 3 éligible à la vaccination, elle hésite à franchir le pas. Le docteur Frappé tente de la rassurer. C'est un peu le même principe là, sauf que c'est pas un virus, c'est le vaccin qui va aller amener une petite recette de cuisine et faire fabriquer par les cellules une petite protéine, et cette protéine va provoquer la création d'anticorps. Donc ça produit pas de mutation génétique? Non, pour produire la mutation génétique, il faudrait que le message il vienne dans le noyau. C'est là que se situe le code génétique. Donc on est vraiment sur deux choses différentes. Ces doutes sur le vaccin, Asma les tient d'une vidéo qui a circulé sur le net. Parce que je connais l'ARN, parce que je connais tout ce toute cette littérature, tout le potentiel, l'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. Alexandra Henrion-Caude est une ancienne directrice de recherche de l'INSERM. Généticienne désormais à la retraite, elle partage les thèses complotistes, leur apportant sa légitimité de scientifique reconnue. Dans cette vidéo, vue plus de 200 000 fois et très partagée sur les réseaux sociaux, elle défend notamment certains traitements contre la Covid, dont l'efficacité n'est pas démontrée, comme l'hydroxychloroquine. Ces discours prônant des traitements alternatifs sont la bête noire de ce médecin. Il les traque avec son association Fake Med. Nous lui montrons la vidéo de la généticienne pour vérifier si ce qu'elle dit est vrai. D'expertise, il y a des traitements possibles pour la Covid-19. En fait, il y a le duo macrolide-zinc, c'est-à-dire antibiotiques Zitromax, zinc, plus ou moins hydroxychloroquine, donc duo ou trio. L'hydroxychloroquine, ça a été sur la dernière année une des molécules les plus étudiées au monde.
Il y a des millions et des millions d'euros qui ont été investis là-dedans pour avoir justement cette réponse. Est-ce que l'hydroxychloroquine permet de traiter le coronavirus ? Bon, ces millions, ils ont été investis. On a aujourd'hui une réponse. La réponse, elle est non. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ces fausses informations continuent à trouver une audience. C'est des informations qui sont très rassurantes, qui sont données d'une façon en plus très charismatique, enjouée. C'est des personnes qui ont du bagou, qui parlent bien et qui vont vous donner un message rassurant, simple, que vous allez pouvoir partager facilement et que vous allez même, en étant de très bonne volonté, partager à tout votre entourage parce que, regardez, on est sauvé, on a un médicament. Mais comment est-ce possible ? Comment des hommes et des femmes de science, respectés dans leur métier, honorés dans leur profession, peuvent-ils défendre des positions scientifiquement controversées ? Pour mieux comprendre comment ces scientifiques basculent dans les théories complotistes, nous sommes allés jusqu'à Bruxelles, rencontrer l'une des spécialistes de la désinformation. Pour elle, le discours complotiste repose sur un paradoxe. À la fois, c'est un discours qui se prétend anti-système, donc qui rejette toute la parole d'autorité qui est perçue comme la parole du système. Et en même temps, pour se créditer, il a quand même besoin de paroles d'autorité. Donc il va aller chercher les paroles d'autorité, par exemple scientifiques, médiatiques, politiques, qui vont dans son sens pour en quelque sorte se présenter comme crédibles. Les théories complotistes sont rarement isolées. Elles s'inscrivent dans une mouvance politique ou idéologique. Si l'on reprend l'exemple d'Alexandra Henrion-Caude, avant de s'afficher dans les manifestations anti-vaccins, elle était active dans la Manif pour tous et contre la PMA. On la voit donner ici une conférence au Vatican contre l'avortement. Désormais, elle apparaît dans des médias comme Civitas, journal catholique intégriste ou une web TV lancée par un ancien du Front National. En fait, elle est animée par des convictions politiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec son bagage scientifique. C'est pas seulement quelque chose de, on pourrait dire, juste de gentil, d'amusant, d'un peu débile. Généralement, quand on regarde le profil de ces personnes et ce qu'ils proposent comme vision du monde de manière plus globale, donc quand on regarde l'ensemble de leur contenu, on voit typiquement que ce sont des gens qui ont des liens avec l'extrême droite, que ce sont des gens qui par ailleurs sont racistes, que ce sont des gens qui par ailleurs sont homophobes. Et c'est pas par hasard, c'est parce que ça fait partie d'un logiciel idéologique, un corpus idéologique. Au-delà de la caution scientifique, il faut donc creuser et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un écran de fumée qui cache des motivations idéologiques. Alors Thomas Huchon, on a un peu expliqué le profil de la motivation des complotistes. Là, ce sont des grands scientifiques. Est-ce que la frustration, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de profils ? Alors, on va retrouver quelque chose d'assez commun à la fois à ceux qui produisent ces fake news et à ceux qui y croient, comme vous le dites, une forme de frustration à ne pas être devenus ce qu'ils souhaitaient devenir. Dans le cas, par exemple, d'un des personnages un peu clés de la désinformation autour de cette pandémie, qui est cette généticienne, Alexandra Henrion-Caude, en fait, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui ne travaille plus avec l'INSERM, qui est décrédibilisé aux yeux de tous ses confrères, de tous ses collègues. L'épidémie, elle est très grave, a des conséquences évidemment mortelles, comme chacun sait. Les propagateurs de ces fake news, ils ont une responsabilité. Je crois que est-ce qu'elle peut être, jugée ? Est-ce qu'elle peut être, Tous les gens qui propagent des messages de défiance sanitaire ont in fine une forme de responsabilité à l'impact de ces messages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'ancien président américain explique qu'il faut boire de l'eau de Javel pour se soigner du Covid, il y a un problème. Quand il y a des études qui montrent qu'il y a à peu près 700-800 personnes qui seraient mortes du Covid à la suite de contamination durant des meetings de Donald Trump durant l'année 2020. Vous avez rappelé un certain nombre de figures de la défiance sanitaire. Par exemple, il y a ce Norvégien qui organisait des manifestations anti-masques et qui est mort du Covid-19. Il y a quelque chose de l'ordre, bien entendu, de la responsabilité au minimum politique déjà. Et ensuite, est-ce que le temps de la justice pourra permettre de remettre un petit peu d'ordre dans cette immédiateté d'Internet ? Je crois qu'on peut le souhaiter, on peut l'espérer, mais pour l'instant, on en est très très loin. Ça rapporte gros, la fake news. Et est-ce que derrière, il y a des industries qui en profitent de façon extrêmement cynique, rentabilité financière au maximum ? Il y a plusieurs éléments pour répondre à votre question. Le premier élément, c'est qui gagne de l'argent.
Alors bien entendu, tous ceux qui diffusent ces vidéos mensongères sur YouTube, comme nous l'avons vu dans vos reportages, eh bien les vidéos sont bien souvent sponsorisées. C'est quelque chose qu'on a remarqué, hein, les donc observateurs. Donc ça peut être un gagne-pain, quoi. Voilà, bon donc ça gagne-pain. devient un gagne-pain. Ouais. C'est un gagne-pain pour celui qui produit, mais surtout pour celui qui possède les tuyaux. YouTube, mais aussi Facebook. Il y a une étude américaine qui est parue il y a quelques semaines qui montre que en ciblant des personnes anti-vaccins sur la plateforme Facebook, le réseau social a gagné plus d'1 milliard de dollars en publicité en 2020. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent ? Il n'y a aucune raison à arrêter tout cela. Et donc, il y a quelque chose de terrifiant, parce qu'en réalité, si on est dans cette situation où les fake news prolifèrent de cette manière-là, c'est pas parce que les responsables de ces réseaux sociaux veulent diffuser des fake news, c'est parce qu'ils gagnent plus d'argent avec les fake news qu'avec la vérité. Et dans cette logique-là, dans un monde capitaliste dans lequel nous vivons, et ben en fait, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Vous avez demandé, vous avez souhaité interroger une députée de l'Assemblée nationale, lui demander si une des solutions ne serait pas de fermer les GAFAM sur une courte durée. Une courte durée, c'est-à-dire ? Eh ben, au moins de leur faire comprendre que tant qu'ils ne respectent pas nos lois ni ne sont responsables de leur contenu, eh bien, ils n'ont pas le droit d'exister. Donc on ferme le tuyau. Oui. Pour les contraindre, évidemment, à faire eux-mêmes ensuite la régulation. Exactement. On écoute Paula Forteza, députée Europe Écologie Les Verts des Français établis hors de France. On l'écoute, vous nous dites après. Au lieu de responsabiliser les réseaux sociaux ou de les punir, ce qu'il faudrait faire, c'est travailler au plan technique sur les fonctionnalités pour éviter la viralité de ces contenus. Donc par exemple, des fonctionnalités qui donnent plus de friction ou des contenus éphémères. Les réseaux sociaux commencent à le faire et il faut le développer davantage. Il faut aussi responsabiliser les utilisateurs pour que tout le monde participe de cette modération des contenus, un peu sous le modèle de Wikipédia. Et enfin, il faut redonner de la crédibilité à la parole publique. Et ça se fait justement en étant transparent dans toute la durée de la gestion de la crise et en ne pas étant méprisant, en ne pas rejetant ces théories de façon agressive, mais plutôt en accompagnant dans l'éducation, le raisonnement, le dialogue. Voilà donc pour la réponse politique. Votre commentaire, elle dit non à votre proposition déjà. Mais je comprends bien qu'on puisse dire non à cette proposition, mais le problème des réseaux sociaux notamment, c'est le fait qu'ils puissent nous traquer, nous cibler, savoir quels sont les messages qui vont nous faire réagir, et que pour gagner de l'argent, ils sont prêts à utiliser tous les messages. Alors, comment lutter contre la désinformation ? C'est une des missions vous êtes saisi de cette question. Alexia Léperon a rencontré un jeune garçon qui était tombé dans la marmite, qui en est sorti. C'est quand même assez intéressant. On regarde le reportage, on en parle juste après. Dernier réglage avant l'enregistrement de la toute nouvelle vidéo de ce youtubeur. Comme à chaque fois, il parle d'un sujet qui lui est cher, le complotisme. Curieuses et curieux, bonjour, j'espère que vous allez bien. À chaque vidéo, Mr Sam, plus de 100 000 abonnés au compteur, déconstruit les théories du complot pour mieux en révéler les fake news. Donc on a affaire à quelqu'un qui a contracté le VIH, malheureusement, qui suivait une trithérapie, et puis qui, sur les conseils de quelques gourous santé, qui lui ont dit d'arrêter sa trithérapie et de se mettre notamment à l'eau salée, toutes sortes de choses comme ça, pour ne plus subir ses symptômes. Mais Samuel, alias Mr Sam, n'a pas toujours été un sceptique. Il était lui-même complotiste. Est-ce que ça existe encore ? Aujourd'hui, en fouillant sur le web, il trouve encore la trace de ces théories auxquelles il adhérait. Ça c'est génial, c'est des lettres manuscrites envoyées par des extraterrestres. Donc c'est-à-dire ils débarquent dans leur soucoupe volante et ils tapent à la machine des courriers qu'ils envoient par la poste à des scientifiques. Et c'est très crédible, quand on le lit, quand on rentre dedans, c'est très crédible. Pour lui, être complotiste permet de se sentir unique. La meilleure comparaison, c'est la fameuse pilule bleue de Matrix. On a soudainement l'impression d'être un initié. Donc on se sent effectivement exceptionnel et on a une lecture du monde où tout est expliqué. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus de mystère, on sait tout. Dorénavant, Samuel se dit lui-même déconverti,
Un processus qui s'est fait lentement et dans la douleur. Et il y a eu ce décès dans ma famille d'une personne avec qui j'étais très proche. Et ce décès était entouré de signes. Mais ils étaient tous contradictoires. Je comprenais rien. Mais c'était des signes très forts. Hein. C'était vraiment des coïncidences hallucinantes. Et elles n'avaient aucun sens. Et ça m'a rendu fou, en fait. J'ai eu un écœurement. Et c'est une chance que ce soit arrivé. Parce que sans ça, je pense que j'aurais continué à croire toutes ces théories. En remettant en doute ses croyances, il voit ses préjugés s'effondrer comme un château de cartes. Depuis, Samuel essaye à son tour d'aider les gens à se déconvertir, comme lui. Quand on se rend compte qu'on s'est berné soi-même et qu'avec les meilleures intentions du monde, on s'est trompé, on a envie de donner la chance à d'autres de le comprendre plus vite qu'on ne l'a eu soi-même, qu'on ne l'a fait soi-même. Donc j'ai voulu mettre en ligne tous les contenus possibles et imaginables pour que des gens ne perdent pas autant de temps que j'en ai perdu avec de mauvaises méthodes de déduction. Mais abandonner ses croyances n'est pas si simple. Pour comprendre pourquoi, direction la Sorbonne, dans ce laboratoire CNRS de psychologie du développement. Ce chercheur s'est spécialisé dans la lutte contre les fake news. Pour lui, le premier acteur du complotisme n'est pas une personne, mais les algorithmes de recherche, car ils confortent les internautes dans leurs convictions. Démonstration sur YouTube en cherchant le nom de Louis Fouché, un médecin anti-vaccin. Donc là l'enjeu, c'est si je tape Louis Fouché, je vais tomber sur une première vidéo de Louis Fouché. Sur la droite, je vais avoir un certain nombre de vidéos qui sont liées sémantiquement à cette première vidéo. Des vidéos de figures dites anti-système, comme François Boulot, le porte-parole des Gilets jaunes, Martine Vonner, député et médecin anti-masque, ou encore l'homme politique souverainiste Philippe de Villiers. Cet algorithme, il a la particularité effectivement de nous enferrer dans des informations qui sont toutes concordantes, et à partir du moment où toutes les informations sont concordantes, vous arrêtez de douter. Cependant, les algorithmes ne sont pas les seuls à nous jouer des tours. Le cerveau lui aussi se fait avoir. Je vous en prie, c'est juste là. Merci. Au laboratoire, on mène une expérience pour le montrer. Alors, vous allez être là pour 1 heure. Ok. Du coup, je vous laisse commencer. Vous avez toutes les instructions sur l'ordinateur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'expérience est en 2 temps. D'abord, la cobaye voit plusieurs informations. Elle ignore que certaines sont fausses. Puis, elle les voit à nouveau un peu plus tard, accompagnées de nouvelles informations. Elle doit alors évaluer leur véracité. Ok. Alors, ça a été? Oui, ça s'est bien passé, merci. Okay. Résultat, les participants ont plutôt tendance à croire les informations qu'ils voient souvent, y compris quand elles sont fausses. Qui ont été soirées. Plus on voit une information, plus on aurait tendance à croire qu'elle est vraie. C'est un effet qui peut être assez dangereux parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, où en fait dans nos fils d'actualité, plusieurs personnes peuvent avoir partagé la même information, plusieurs sources peuvent partager l'information, et donc y croire à tort à cause de cet effet-là. Cet effet est l'un des nombreux biais cognitifs qui influencent notre perception de l'information. C'est lui aussi qui rend si difficile la lutte contre les fake news. Car pour le neuropsychologue, démêler le vrai du faux ne suffit pas. La manière de lutter contre la désinformation, c'est pas simplement de vous dire qu'une tierce personne vous dise cette information est vraie ou fausse, c'est que vous ayez vous-même la capacité psychologique justement de résister à un certain nombre de biais qui vont vous amener à penser qu'une information fausse est vraie. Et tout ça, ça nécessite finalement une éducation à la pensée critique en prenant conscience des biais qui vont nous amener à penser que quelque chose qui est faux est vrai et inversement. Pour le chercheur, cet apprentissage doit se faire dès le plus jeune âge, pour préparer notre cerveau à se défendre des mécanismes qui le manipulent. Alors Thomas Huchon, comment revenir à la raison? Comment faire revenir à la raison? Intéressant quand même l'expérience de Mr Sam, au départ le témoin. Bon, c'est un choc personnel qui le fait revenir justement sur ce terrain. C'est souvent le cas? Mais oui, en fait, vous l'avez dit, il s'agit non pas d'un savoir, il s'agit d'une croyance. C'est peut-être d'ailleurs une des questions que se posent vos téléspectateurs, c'est
comment répondre, parce que on s'est tous retrouvés à Noël autour de la dinde avec tata anti-vax, tonton conspi, à essayer de discuter de tout ça. Il faut pas chercher à contre-argumenter. Bizarrement, en fait, ça marche pas du tout. Vous voulez dire l'injonction de dire c'est pas vrai? Ouais, ou en tout cas de chercher d'autres éléments. En fait, la seule manière de lutter poser le contre, c'est de rationnel poser devant des quelqu'un. questions. Ouais, ça ne marche pas. Oui. Ça marche pas parce qu'en fait, vous allez avoir 1, 2 ou 3 arguments, mais vous n'êtes pas un expert. Mais si je vous dis la Terre est plate et que j'en suis persuadée, vous me dites quoi alors? Eh ben, moi, je vais vous dire, plutôt que de vous dire non, c'est pas vrai, la Terre est ronde, je vais dire mais pourquoi vous croyez ça? Ah bah parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube. Ah d'accord. Qui avait fait cette vidéo? Ah bah c'est machin. En tout cas, en remontant la source de l'information, un peu comme le saumon remonte la rivière, eh ben on arrive quelque part à éliminer un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Alors, je crois que j'étais très pessimiste sur ce phénomène et sur notre capacité de résilience. Mais plus de 180 formations dans les écoles, collèges, lycées, même prisons de France me montrent qu'il y a vraiment une forme d'espoir à avoir. Il faudra une régulation. Il faudra que ces univers numériques répondent à la loi. On est à 1 an de l'élection présidentielle. Et moi, j'ai un peu cette crainte. Les vrais complots ont fait l'histoire. Il ne faudrait pas que demain, les faux complots la fassent à leur tour. Rien à ajouter. Merci beaucoup Thomas Huchon. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain numéro d'État de santé. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.